Je suis ravie de vous revoir sur la chaîne du Grand Changement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sana, la nouvelle animatrice, et je suis en compagnie aujourd'hui de TKL pour la seconde fois. Nous avions voulu réaliser cette deuxième conférence, cette Vibra conférence, pour justement vous permettre d'en savoir un peu plus sur cette NDE dont TKL va parler, et puis vous apporter bien évidemment des éléments pour pouvoir progresser à votre tour, avancer et vous sentir mieux. Voilà, donc je laisse la parole à TKL. Merci à toi. Bonsoir TKL. Bonsoir Sana. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes également. J'aimerais commencer par dire une petite chose, c'est que la conférence que je vais faire là aujourd'hui, qui est donc sur le voyage sur l'autre rive que j'ai fait, a beaucoup d'importance. Ce n'est pas simplement regarder donc ou écouter uniquement par curiosité. C'est pour vraiment que ça vous apporte quelque chose afin que vous puissiez changer en vous-même et puis comprendre certaines choses. Voilà, je voulais déjà dire ça. Donc maintenant, je vais raconter donc ma petite aventure, ma petite histoire qui m'est arrivée lors de ma NDE. J'ai commencé par le début, donc par mon accident de moto que j'ai eu. Je suis rentré à 110 km/h dans un autobus, si ça peut vous aider à comprendre. Wow. Voilà. Toutes les semaines, avec les amis, on partait sur un circuit qui est à Rungis. C'est-à-dire les Halles de Rungis, c'est un endroit où on vend beaucoup d'alimentation. C'est vraiment très grand. Et le vendredi soir, il n'y a absolument plus personne et toutes les rues sont désertes. Donc, il y a des centaines de motards qui se réunissent là et puis qui font de la course, des figures, qui s'amusent, quoi. Et donc, moi, tous les vendredis soirs avec les amis, on était quoi, une dizaine de copains, on se rendait en moto sur ce pseudo-circuit, qui n'en était pas un, mais on l'avait transformé. Et donc, ce soir-là, pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard, ce soir-là, je suis parti chercher mes copains pour aller, donc, comme tous les vendredis soirs, ce qu'on faisait. Et là, personne n'a pu venir. Donc, certains étaient invités à manger, d'autres étaient en famille, d'autres étaient malades, d'autres étaient occupés. Enfin bref, personne n'a pu venir. J'ai qu'un seul copain qui est venu avec moi, qui n'avait pas de permis et qui est monté avec moi sur la moto. Donc, nous sommes rendus à Rungis où nous, on était plutôt spectateurs parce que faire des tours de moto, c'était pas vraiment mon truc. J'étais pas assez téméraire pour ça. Et donc, on les regardait tourner. Arrivé vers 10h moins le quart au soir, j'ai mes yeux qui ont commencé à gratter parce que j'étais soudeur. Et très, très rarement, je prenais un coup d'arc électrique dans les yeux, donc ça faisait un petit peu comme une brûlure qui agissait bien plus tard. Et les yeux se mettent à gratter et plus le temps passe et moins on arrive à bien voir. Donc arrivé vers 10h, j'ai dit à mon copain, je dis, il faut qu'on y aille, je dis parce que mes yeux commencent à me gratter et si on reste, ça va être pire. Donc pour vous dire, normalement on restait jusqu'à 1h ou 2h du matin. Donc, on monte sur la moto, on commence à partir. Et là, je suis rentré dans le dernier bus de Rungis qui s'en allait, où il n'y avait personne dedans, et qui allait donc mettre son bus au dépôt. Lorsque je suis rentré dans le bus, je roulais à peu près à 110 km/h, je me suis rendu compte de rien. J'ai mis les deux bras devant, donc j'ai eu tout cassé, les bras tout cassés. Je suis passé par-dessus le bus, j'ai fait un vol plané d'environ 10 mètres après le bus. Et ça, je m'en suis pas souvenu. C'est mon copain qui était derrière qui m'a expliqué ce qui s'est passé. Lui a été bien moins gravement blessé. Et ce que je me souviens, c'est avoir vu le SAMU. C'était pas les pompiers, c'était le SAMU qui était là et qui était en train de s'occuper de quelqu'un qui était allongé par terre. Et puis, ils essayaient de le ranimer. Donc, ils étaient en train de lui faire un massage cardiaque. Moi, je regardais cette personne, puis bon, j'étais triste pour lui, quoi. Et tout autour de moi,
je voyais donc des gens, des curieux qui étaient là pour regarder cette personne, mais je voyais absolument rien tout autour. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de bâtiments, il n'y avait plus de route, il n'y avait plus rien, il restait plus qu'en gros que les personnages, c'est-à-dire les curieux, moi, le service médical et puis la personne qui était sur le sol. Et j'ai remarqué ensuite que la personne qui était sur le sol, bah, c'était moi. Et moi, donc, j'étais à l'extérieur de moi-même et j'étais en train de me regarder sur le sol. Donc, ils m'ont fait des massages cardiaques. Ils ont réussi à refaire partir mon cœur. Et là, j'ai pas compris, je me suis retrouvé dans mon corps sans m'en apercevoir puisque j'étais dans le coma. Je me suis retrouvé ensuite sur une table de bloc opératoire. J'avais mon casque, j'avais mon blouson, j'étais habillé comme si j'étais sur ma moto, quoi. Il m'avait absolument rien enlevé. Et là, j'étais en train de me regarder. Pendant quelques secondes, je ne me suis pas aperçu que c'était moi, mais étant donné que j'avais vécu donc l'expérience une première fois lorsqu'il y avait l'ambulance, je me suis vite rendu compte que c'était moi qui étais sur cette table. Et il y avait les infirmiers, il y avait tout le personnel médical qui était autour et qui était en train de découper mes vêtements. Moi, j'étais collé, enfin, j'étais pas collé, j'étais au niveau du plafond, à environ 10 cm du plafond, et j'avais l'impression de flotter comme ça, tout le temps bouger au niveau du plafond. Et je regardais donc le personnel qui était en train de s'occuper de moi. J'étais en train de leur crier après parce qu'ils étaient en train de découper mes vêtements. Et je leur disais que mes vêtements coûtaient cher. Je venais de les acheter il n'y a pas si bien longtemps que ça. Et que je ne voulais pas qu'ils les découpent. Mais ils n'entendaient absolument rien. J'avais beau crier, ils ne m'entendaient pas. Et une voix m'a attiré dans un couloir à côté. Sans savoir comment, je me suis retrouvé dans un grand couloir à côté, toujours pareil au niveau du plafond, à bouger au niveau du plafond. Et là, en bas, il y avait un médecin en blouse blanche qui était en train de discuter avec une femme du personnel qui visiblement n'était pas dans la médecine, mais devait être plutôt secrétaire ou quelque chose comme ça, quoi. Elle avait une jupe bleue et puis un corsage blanc. Et tous les deux étaient en train de parler. Et dans la discussion qu'ils avaient, j'ai très bien compris que l'homme était amoureux de cette femme, mais qu'ils ne pouvaient pas être ensemble justement parce qu'ils étaient dans l'hôpital. Donc ils pouvaient pas ils pouvaient pas montrer qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre justement à cause de ça. Et donc ils étaient en train d'en parler. Ensuite, je suis reparti dans la salle d'opération où j'étais. Et je me regardais toujours, et là, je me regardais toujours, donc là, j'étais déshabillé. Et là, j'ai entendu un médecin me dire on est en train de le perdre. Mes yeux se sont portés sur l'électrocardiogramme, donc qui était plat, il n'y avait plus aucun battement de cœur, et l'électroencéphalogramme, j'ai du mal à le dire, voilà, où il montrait également une activité cérébrale néante, quoi. Et donc, ils ont commencé à faire des massages cardiaques, à faire ce qu'ils avaient à faire pour me réanimer. Et c'est à ce moment-là, je me suis senti aspiré par le plafond, par le dos. Je ne suis pas monté ni par la tête, ni par les pieds. C'est un peu comme si je me pliais en deux, comme ça, puis pouf, j'étais aspiré dans le plafond. Une fois de l'autre côté du plafond, je me suis retrouvé dans le noir. Mais c'était vraiment noir, noir, noir. Et je flottais, exactement pareil, sauf j'avais l'impression d'être dans le vide, qu'il y avait rien autour de moi, rien sous mes pieds, rien au-dessus, rien nulle part. Je suis resté un petit moment là où je me posais, mais ce qui est étonnant, je parle pour moi, c'est qu'en fait, je me posais aucune question et j'avais pas peur du tout. J'étais vraiment en paix, vraiment bien. Au bout d'un temps que je ne saurais pas définir, puisque le temps n'existe pas vraiment, j'ai vu un minuscule point noir, un point lumineux, gros comme une tête d'épingle. Mais il me paraissait très très loin. Et tout doucement, j'ai eu la sensation d'avancer vers ce point. Alors,
à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas définir si c'est moi qui avançais vers le point ou le point qui avançait vers moi. J'en sais rien du tout. Donc j'ai avancé vers ce point qui, bien sûr, étant donné que j'avançais ou que le point se rapprochait, il grossissait et devenait de plus en plus lumineux. La lumière était pas du tout aveuglante, du tout. Arrivé donc au bout de ce tunnel qu'aujourd'hui j'appellerais plutôt un vortex, hein, d'après les renseignements que j'ai pu avoir de l'au-delà, je me suis retrouvé dans un endroit lumineux, très très lumineux, une lumière blanche, mais qui, comme le noir, était partout, absolument partout. Et cette lumière, elle ne chauffait pas, donc j'étais bien, j'avais pas froid, j'avais pas chaud, j'étais vraiment bien. Elle m'apaisait, c'est-à-dire elle m'apportait un grand calme, elle me détendait énormément. Et puis je sentais, mais excusez-moi, mais j'ai l'impression d'y être encore. Wow. J'avais l'impression de sentir mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais vraiment énormément d'amour. Un peu de la même façon que lorsque vous connaissez une petite amie et que vous la regardez pour la première fois et que votre cœur se met à battre et votre être comme si vous alliez tellement tomber dans les pommes, tellement vous êtes pris d'amour pour cette personne-là. Et bien là, excusez-moi. Ça va aller, t'es calme, prends ton temps. Tout l'endroit qui était tout autour de moi était la même chose, ce même amour immense. Je me suis un petit peu habitué donc à ce nouveau lieu. Et après, un peu, vous savez, comme dans la nuit, lorsque vous rentrez dans une pièce noire, vous y restez un petit peu, et après, vous commencez à voir des choses parce que vos yeux s'habituent au noir. Voilà, ça fait pareil dans cette lumière blanche. Sur ma droite, j'ai commencé à apercevoir des petits êtres, comme des petits êtres de lumière, qui étaient en arc de cercle, un arc de cercle très ouvert, un peu comme comme un arc, à peu près pareil. Ces petits êtres avaient une forme ovale. Ils étaient ovales. Autour, il y avait une lumière qui se dégageait d'eux. Et ils ne bougeaient pas, ils me regardaient. Et moi, je me sentais observé. Et j'ai compris que ces petits êtres de lumière, en fait, étaient des défunts, étaient des personnes qui étaient parties de sur Terre. Et ils venaient pour voir s'ils me connaissaient, si je faisais partie de leur famille, de leurs amis, s'il fallait qu'ils viennent me chercher. Et comme je connaissais personne, c'est un être de lumière qui est arrivé de dernière, qui lui était bien 3 fois plus grand que ceux que je voyais devant, toujours pareil, en forme d'ovale, un peu plus allongé qu'un ballon de rugby quand même, en forme d'ovale, et une lumière beaucoup plus forte, qui est arrivé donc derrière ces êtres-là, qui les a dépassés et qui, lui, est venu me chercher. Cet être-là, il était rempli d'amour, mais d'un amour encore plus fort. On aurait dit que c'était un concentré de tout ce qu'il y avait dans l'endroit où j'étais. Donc, il y avait énormément d'amour, un très, très grand calme. J'avais l'impression que mon cœur, au lieu de passer à 80, il était passé à 10 pulsations minutes tellement j'étais calme. Et il m'a emmené dans un endroit, donc je ne sais pas comment j'ai fait pour y aller, il m'a emmené, j'ai été avec lui, dans un endroit, c'est pareil, c'est un vide, mais il n'y a pas la même sensation de ce vide. On sent un petit peu moins l'amour qu'il y a autour, le calme, c'est toujours très un endroit. En fait, vous voyez la caméra qui des fois devient floue. C'est parce que ma caméra, j'ai jamais réussi à la régler, elle fait tout le temps des mises au point. Donc je ne sais pas pourquoi, donc de temps en temps vous allez me voir flou, mais vous inquiétez pas, c'est ma caméra. Et où j'en étais. Oui, donc je me retrouvais dans un endroit où la lumière était un peu, pas moins forte, mais moins condensée, quoi. Où je sentais moins l'amour et moins le calme. Et à un moment donné, je me suis retrouvé comme devant un vide, un énorme vide. C'était toujours pareil, mais je sentais qu'il y avait un vide.
Et là, j'ai eu l'impression ce soir, bien que je n'étais pas assis, donc mon compagnon, celui qui m'accompagnait, était à côté de moi toujours, et j'ai vu toute ma vie défiler, depuis tout petit jusqu'au moment de ma mort. Et tout ce que j'avais fait de bien, je le ressentais, et tout ce que j'avais fait de mal, je le ressentais également. C'est-à-dire qu'en admettant, lorsque je voyais que je mettais une claque à une personne, je ressentais la claque que je lui avais mise. Lorsque je disais à une personne je t'aime, je ressentais que l'amour que cette personne avait pu ressentir. Donc j'ai ressenti en gros tout ce que j'avais fait. Une fois que ça s'est passé, une fois que toute ma vie a eu défilé, l'entité, qu'on va dire, qui était, puisque je ne savais pas qui c'était, qui était à côté de moi, ne m'a pas jugé, ne me disait rien. Il me regardait simplement, et moi, je me jugeais en gros moi-même. Je voyais ce que j'avais fait de bien et je voyais ce que j'avais fait de mal. Et cette entité m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait pour toi ?» Et là, c'est le blanc. C'est le blanc total. Parce que dans la vie, la société et tous ceux qu'on peut connaître nous ont toujours appris qu'il fallait faire quelque chose pour les autres. Mais on nous a, enfin à l'époque où moi je l'étais, donc en 76, on m'avait jamais appris qu'il fallait que je fasse quelque chose de bien pour moi. Si je faisais quelque chose de bien pour moi, ben, j'étais inventeur, un égoïste, tous les mots que vous pouvez connaître. Donc ça se faisait pas, il fallait le faire pour les autres. Et cet être-là me demandait ce que j'avais fait pour moi. Et j'en savais absolument rien. Et donc, après, je vous raconterai les voyages que j'ai pu faire. Mais pour l'instant, dans mon souvenir, lorsque je suis revenu de ma DE, c'est le seul souvenir que j'ai. Et donc, une fois que j'ai compris que j'avais rien fait pour moi, cet être de lumière m'a fait comprendre que j'avais le choix, soit de regagner mon corps, ou soit de rester là où j'étais. Et pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à la petite amie que j'avais à cette époque-là. Et sans même m'en rendre compte, en une fraction de seconde, je me suis retrouvé dans mon corps. Mais alors, c'était quelque chose d'horrible de me retrouver à l'intérieur de mon corps, non pas parce que mon corps avait mal, mais parce qu'il était minuscule. On avait l'impression de faire rentrer un éléphant dans le corps d'une vache. C'est pratiquement ça. On a l'impression qu'on va vous faire rentrer au marteau-pilon pour arriver à rentrer à l'intérieur du corps. Donc, j'étais vraiment serré, mon corps était lourd. Pour lever le bras, il fallait vraiment que je fasse de gros efforts, alors que de l'autre côté, ça se fait tout seul. Et je me suis senti au départ très mal à avoir envie de repartir d'où je venais. Il faut vous dire que lorsque je me suis réveillé, je ne savais plus qui j'étais. J'ai perdu la mémoire pendant à peu près 8 jours. Je suis devenu amnésique parce que j'ai eu un gros trauma crânien qui m'a fait perdre la mémoire, sans compter toutes les fractures que je pouvais avoir. Et où j'en étais? Le fait que tu sois revenu dans ton corps. Oui, donc lorsque je suis revenu dans mon corps, donc j'étais sur mon lit d'hôpital. Et j'ai essayé donc après mon amnésie, j'ai essayé d'expliquer aux médecins ce qui m'était arrivé. Les médecins m'ont dit que c'était l'effet du traumatisme, l'effet des drogues que j'avais eu. C'est pour cette raison-là qu'en gros que j'avais fait un délire, quoi. À cette époque-là, c'est ce qu'on pensait. C'était avant qu'on commence à croire en la vie après la mort, quoi. Et j'ai laissé tomber. Alors que normalement, j'avais un caractère assez têtu, assez... je poussais les choses pour savoir ce qu'elles étaient. Là, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai laissé tomber. Il s'est passé une journée et j'ai remarqué qu'à l'époque, ça se faisait donc on avait une petite cordelette autour du cou et on avait des émaux, des gros émaux comme ça à l'époque.
Mmh. Et donc, j'avais un gros émo et je ne le trouvais pas. Et je demande à l'infirmière où est l'émo que la médaille, pour ainsi dire, que j'avais autour du cou. L'infirmière me dit non, vous n'avez rien. Alors, l'infirmière, je lui dis si, la médaille, vous l'avez coupée en coupant mes vêtements. Vous avez coupé ma médaille et elle est tombée dans le sac où mes vêtements sont. Et la femme a dit bon, ben, je vais aller contrôler, mais je crois pas. Elle est partie contrôler donc dans ce sac et ma médaille était bien dedans. Donc elle me l'a ramenée. Donc déjà le premier élément, c'est que j'avais bien vu ma médaille tomber avec mes vêtements lorsque je me regardais De là-haut. quand j'étais au plafond. Oui. Et une ou deux journées ou un jour, je me souviens plus exactement combien de temps après, j'ai vu cet homme, ce médecin que j'avais vu dans le couloir. Et là, je lui ai demandé de venir me voir et je lui ai expliqué la NDE que j'avais faite. Donc pareil, il m'a dit que c'est du délire, c'est les drogues, etc. Et je lui ai expliqué, mais alors comment que ça se fait que si c'est les drogues qui m'ont fait cet effet-là, je vous ai vu dans le couloir avec une femme où vous parliez d'amour. Oh, oh. Et il m'a regardé, il est devenu un petit peu blanc et il m'a pas Wow. répondu, il est parti, il a tourné les talons. Il a eu en fin de compte la preuve qu'il refusait toujours, il refusait d'y croire, mais il a eu la preuve comme quoi j'ai bien vu quelque chose et que c'était pas un délire. Mmh. Et j'ai remarqué à l'hôpital, j'ai remarqué que j'avais commencé à changer. Pour vous dire, hein, quand j'étais gamin, j'étais très jaloux. C'était un peu bête, mais c'était comme ça. Et je m'amusais à suivre ma copine pour voir où elle allait en cachette. Je la suivais en cachette pour voir si elle n'avait pas un copain. Vous voyez un peu la jalousie jusqu'où ça allait. C'est vraiment terrible. Et après mon accident, ma copine est venue me voir plusieurs fois que j'avais à l'époque. Et une fois, elle me dit bah, j'aimerais bien avoir un autre copain que toi. En gros, j'étais tellement mal fichu qu'elle avait certainement envie d'aller voir quelqu'un d'autre, quoi. Mmh. Et je me suis surpris à lui dire pas de problème, tu es libre. Hein. Alors que normalement, j'aurais jamais dit ça. Jamais. J'avais vraiment changé. Je lui disais comme quoi elle était libre. Même moi, je me surprenais à le dire. Et c'est là que j'ai remarqué que j'ai commencé à changer. Après, il s'est passé pas mal de temps, des mois, pas des années, mais des mois. Donc, je suis rentré chez moi, euh, presque guéri. Et ça a duré bien 5-6 ans ouais, après. Je ne me rappelle plus exactement. Mais enfin, il s'est passé pas mal de temps après. Où là, j'ai remarqué que j'avais encore plus changé que ça. C'est-à-dire que je me mettais à ressentir les énergies qui étaient autour de moi. Parce que lorsque l'on est de l'autre côté, dans l'autre rive, on est énergie. Et donc, on voit les énergies comme, là, je vois mon écran d'ordinateur. Et j'ai commencé à voir des personnes décédées. Alors là, c'est quand même assez flippant, ça fait quand même un peu peur. Parce qu'en gros, les personnes que je voyais décédées, je les voyais là où elles étaient mortes. C'est-à-dire, si elles étaient tombées dans la rue, je voyais la personne qui était allongée dans la rue. Si elle s'était fait écraser, je la voyais écrasée. Toutes les personnes décédées que je voyais, c'était des personnes qui étaient décédées à l'endroit où elles étaient mortes, quoi. Et elles ne disaient rien, elles étaient mortes. Donc, je voyais des morts partout. Enfin, j'en voyais pas des milliers, mais j'en voyais partout où je regardais, puisque, en fin de compte, partout où on regarde, il y a quelqu'un qui est mort. Depuis des années, voire des centaines d'années, mais il y a au moins une personne qui est morte. Et ça m'a un peu quand même inquiété. Et puis, bon, j'ai continué de vivre avec ça, mais pas de la même façon que je l'aurais fait avant, c'est-à-dire que j'acceptais de voir ces personnes mortes. Au bout d'un certain temps,
ces personnes qui étaient décédées ont disparu. Je ne les voyais plus, mais je les voyais devant moi qui me parlaient. Elles discutaient avec moi. Et donc, j'ai commencé à discuter avec elles, où tout mon extérieur se demandait si j'étais pas devenu schizo ou un petit peu ma boule, s'il fallait pas me mettre la camisole, parce que je parlais à des gens qui n'étaient pas là. Donc, c'était quand même assez inquiétant et je me suis vite aperçu qu'il fallait que je me taise. Donc, je discutais avec les personnes décédées quand il y avait absolument personne autour de moi. Mais c'était déjà mieux. Donc, j'ai aidé pas mal de personnes décédées à donner des nouvelles à ceux qui étaient vivants, à leurs familles, à leurs amis, etc. Et le temps a passé et j'ai commencé à voir, en gros, une fois que je suis revenu, j'ai commencé à évoluer dans la spiritualité. Bon, je baignais déjà dedans depuis que j'étais gosse, mais sans m'en apercevoir. Mais après l'expérience que j'avais faite, je commençais vraiment à en prendre conscience. Et au fur et à mesure que j'ai évolué, l'au-delà m'a permis d'avoir des souvenirs du moment où j'ai été de l'autre côté, dans l'autre rive. C'est-à-dire que dans l'autre rive, j'ai fait beaucoup plus de choses que je ne pensais, mais je ne pouvais pas m'en souvenir parce que j'étais pas capable de le comprendre. Un petit peu comme un gosse qui sort de maternelle et qu'on va lui expliquer, on va lui dire qu'est-ce que c'est le théorème de Pythagore. En gros, il ne le saura jamais parce qu'il n'est pas assez évolué dans son éducation d'école pour savoir ce que c'est. Là, c'était un peu la même chose. Et donc, on a commencé à me montrer ce que j'avais vécu de l'autre côté. Et là, je vais faire le patchige de ce que j'ai vu de l'autre côté, qu'on m'a donné en beaucoup de temps. On est sur l'autre rive. On ne va pas parler de mondes différents, mais de plans différents, de plans énergétiques différents. C'est-à-dire que dans le monde des naissances, il y a tous ces petits êtres de lumière qui viennent pour prendre naissance sur une planète. Donc, sur la Terre. Et ça, c'est comme moi je l'ai vu. Je ne dis pas que tout le monde peut le voir pareil, je vous donne ma propre vision. Ça fait comme un énorme tourbillon qui s'en va vers le bas. J'ai eu même l'impression que c'était le même vortex qui, lui, m'avait emmené donc dans ce monde. Sauf là, il allait dans l'autre sens, il descendait. Et il y avait tous ces petits êtres de lumière qui étaient, mais heureux comme tout, de pouvoir descendre. Et donc, lorsqu'ils descendaient, ils prenaient naissance. C'était vraiment magnifique de voir tout. Moi, je parle de bébés, mais ce n'est pas des bébés. En fin de compte, c'est des entités adultes, mais qui vont prendre naissance dans le corps d'un bébé. Donc déjà, l'énergie de ces entités qui descendent avait diminué énormément donc leur énergie pour rapetissir au maximum pour pouvoir s'intégrer dans le corps d'un bébé dans le ventre de leur mère. Après, je suis allé voir le plan des suicidés. Enfin, je ne suis pas allé, c'est toujours l'être qui était à côté de moi qui m'y a emmené. En gros, il m'a fait une visite guidée. Le plan du suicidé, on a l'impression de voir une pièce, alors que c'est toujours de l'énergie. Il n'y a pas de pièce, mais ça donne la sensation d'une pièce où les personnes qui sont suicidées sont à l'intérieur et revivent en boucle le suicide qu'ils ont fait. En boucle. C'est-à-dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tant qu'ils ne comprennent pas qu'il y avait autre chose à faire que le suicide, que se donner la mort, ils vont revivre en boucle leur mort, leur suicide. Et une fois qu'ils ont compris qu'il y avait autre chose que ce qu'ils ont fait, tous les êtres de lumière et la famille et ceux qui viennent les chercher autour d'eux commencent à apparaître.
Ils sont tout autour d'eux, mais lui ne les voit pas parce qu'il n'est pas sur le même plan. Donc, il ne voit pas tous ces personnages. Et une fois qu'il commence à prendre conscience, en même temps, il commence à voir donc ces êtres de lumière, ces défunts qui viennent les chercher. Et après, une fois qu'ils en ont bien pris conscience, ils partent avec eux. C'est un peu le même système que le plan des personnes négatives. Je dis négatives parce que je ne voudrais pas dire les meurtriers, les violeurs, etc., etc. Les personnes négatives sont des personnes qui, à la dernière millième de seconde avant leur mort, sont toujours négatives. Une personne, quelques secondes avant sa mort, s'il a été négatif durant toute sa vie, et que pendant quelques secondes avant sa mort, regrette ce qu'il a fait, automatiquement, il ne sera pas dans le plan des personnes négatives. Il va partir sur un autre plan. Et donc, ces personnes négatives, c'est le même système que les personnes décédées. Tant qu'elles n'auront pas compris que l'amour existe, elles seront seules. Elles peuvent rester 10 ans, 100 ans, 1000 ans toutes seules, puisque le temps, en fin de compte, il n'existe pas. Et une fois qu'ils auront compris que le négatif, il n'y a pas que ça, mais qu'il y a aussi du positif, de l'amour, etc., du respect, enfin bref, qu'il y a tout ce qui est bon, tout ce qui est énergie subtile, énergie légère, ils resteront là. Et une fois qu'ils l'auront compris, ils en sortiront. Et à ce moment-là, ils pourront quitter cette pièce et aller sur d'autres plans. Donc, il y a des plans selon la spiritualité que l'on a sur Terre. Il y a différents plans. Combien, j'en sais rien, mais à mon idée, il doit y en avoir beaucoup. En gros, c'est un peu comme les classes d'école. Il y a 6e, 5e, 3e, etc. etc. Bah là, c'est un peu la même chose. Il y a des plans où, suivant le degré de spiritualité que l'on a, on va aller sur ce plan. Arrivé sur ce plan, on va évoluer. Une fois qu'on aura évolué plus, on part sur un autre plan, etc. Et plus on évolue en spiritualité, donc dans l'amour, etc., ouais, sur l'autre plan, plus on évolue, plus on a de facilité à venir en contact avec les personnes qui sont sur Terre, dans la matière. Ça paraît bizarre. On pourrait se dire que plus on est proche de la Terre, et plus c'est facile. Et ben non, plus on évolue, et plus c'est facile. C'est vraiment l'effet inverse. Après, on va montrer le plan de vie que je m'étais fait. C'est-à-dire que j'ai eu accès à moi lorsque j'étais de l'autre côté, que je n'étais pas encore né. Et en fait, normalement, je devais pas revenir sur Terre. Je devais pas reprendre vie parce que j'avais eu tellement d'expériences dans beaucoup d'autres vies où je me sentais capable de ne plus revenir. Et à ce moment-là, on en parle à son guide, qui lui va nous suivre sur Terre après. On discute ensemble du plan de vie qu'on établit pour pouvoir évoluer sur Terre ou sur une autre planète, bien sûr. Et donc, une fois qu'on a établi ce plan de vie, on va passer devant le grand conseil. C'est un conseil de sages qui, lui, va nous dire si notre plan de vie tient la route ou pas. Il ne va surtout pas nous dire il faut faire ça ou il faut faire ça. Non, il nous conseille. Ils nous donnent leur avis. Après, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et donc, ils m'ont expliqué que je devais revenir sur Terre pour expérimenter les énergies lourdes. Donc, les énergies lourdes, bah, c'est tout ce qui est souffrance, tout ce qui est douleur. Et j'ai accepté. Et je suis revenu. Et depuis ma naissance, souffrir, non, parce que souffrir, c'est dans la tête. J'ai des douleurs. Bon, j'ai eu ma période aussi de souffrance avant mon accident. Après mon accident, une dizaine d'années après, j'ai remarqué que la souffrance, en fin de compte, était inutile et donc il fallait la laisser. Et les douleurs, j'ai appris à les apprivoiser pour vivre mon bonheur avec elles. Donc là, depuis que je suis revenu de ma NDE, à l'heure d'aujourd'hui,
je vis dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que j'aime tout ce qui vit au même plan. Absolument tout. J'aime les gens autant que j'aime un chat, autant que j'aime un morceau d'herbe, autant que j'aime une guêpe ou un bourdon ou une fourmi. Exactement pareil. Et ça, c'est vraiment merveilleux. On se sent vraiment bien. J'ai vu également, lorsque j'étais donc sur l'autre rive, et puis beaucoup plus maintenant, d'autres planètes. Hein. Je l'avais déjà expliqué La précédente. voilà, dans la conférence précédente que j'avais faite, où dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui disaient que c'était faux parce que, en fait, qu'il n'y avait que la Terre qui existait. Bon, moi, je suis allé sur d'autres planètes. J'ai donné des détails sur un forum qui maintenant est coupé. Je ne sais pas pourquoi, on ne peut plus y aller, mais sur un forum, sur le forum que j'avais créé, où j'expliquais tout ce que je voyais de la planète où j'étais. Et depuis 2-3 ans, ouais, à peu près 2-3 ans, il y a le satellite, je crois, ou enfin bref, un engin qui s'appelait Kepler, qui a décrit une exoplanète à l'endroit où moi j'ai été. Et je vous garantis que sur l'exoplanète qui est là-bas, il y a de la vie. Mais bon, les humains ne le savent pas. Enfin, ici, on ne le sait pas encore, quoi. Et j'ai vu également d'autres planètes que j'avais déjà expliquées la dernière fois. Donc, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui pensent que la vie n'existe que sur Terre, lorsque vous pensez que rien que dans notre univers, alors qu'il y a des multivers, il y a d'autres univers tout autour de nous, qu'il y a environ 100 000 milliards de soleils et quasiment chaque soleil a pratiquement une exoplanète. Donc, en gros, il y a au moins 100 000 milliards d'exoplanètes comme la nôtre. Je ne dirais pas avec de l'atmosphère et tout, mais enfin qui a une température suffisamment basse pour pouvoir donner la vie. Et avec 100 000 milliards de planètes, on peut penser qu'on est tout seul. C'est pas logique. C'est pas très très logique de penser un peu qu'on est tout seul à ce moment-là. Donc non, il y a vraiment de la vie sur d'autres planètes. Et je voulais aussi parler, tant que j'y suis, oui. Non, vas-y. Oui, je voulais parler des animaux. La dernière fois, je ne sais pas si je me suis mal exprimé ou si on m'a mal compris. Les personnes qui me disaient comme quoi ils étaient devenus des végétariens. J'en suis très content, tant mieux. Je n'ai absolument rien contre les végétariens, ni les véganes, ni ceux qui mangent de la viande. Moi, je mange de la viande personnellement. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis contre toute la violence qu'on fait envers les animaux, mais autant vers les légumes ou les fruits. Il ne faut pas penser seulement pour les animaux. Pourquoi on pense pour les animaux? Parce qu'un animal, ben, il respire, il voit, il a une parole et il se déplace. Alors que tous les végétaux, ben, on dit que souvent qu'ils ben, ne sont pas vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ne se déplacent pas. Mais en fait, je discute avec les végétaux, je discute avec les arbres. Et les arbres vivent et parlent entre eux, par les racines déjà. Et pas seulement par les racines, par leurs feuilles. Et tous les légumes que l'on mange, ils vivent également. Ce n'est pas des objets inertes qui ne ressentent rien, ils ressentent tout. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'on mange de la viande ou des légumes, fruits, enfin les végétaux, ou qu'on mange les deux, la chose primordiale à faire, c'est de respecter l'aliment que l'on mange. C'est-à-dire le prendre déjà lorsqu'on le cueille soit dans le jardin ou soit qu'on l'achète en magasin, le prendre avec respect, avec amour. Et lorsqu'on le cuisine, de faire exactement la même chose, tout en le remerciant de s'offrir à nous de façon à nous nourrir et qu'on ait notre énergie. Ça, je voulais le préciser parce que peut-être que je m'étais mal exprimé.
J'espère cette fois que je me suis mieux exprimé et qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus. Non, je pense que les auditeurs ont bien compris et nous te remercions d'ailleurs. Je pense que tu vas continuer, tu as encore quelques éléments à nous faire part, concernant ta NDE. En tous les cas, il y a beaucoup de réactions, on prendra le temps, d'en parler, des questions également. On te laisse boire ta gorgée d'eau et tu vas donc, continuer. Merci, ça c'est Jean Gosier. Ça marche. Donc, on était sur cette relation avec les animaux, mais j'aimerais que tu continues parce que l'idée, c'est au-delà de l'expression de cette NDE, voir qu'est-ce que tu en as ressorti, quels ont été tes enseignements. Il y a des auditeurs qui se demandent est-ce que tes sensations ont été décuplées, est-ce qu'il y a des choses, il y a eu des déblocages, des choses comme ça. Donc, voilà, tu peux continuer à expliquer ta NDE avec ce versant-là également. Avec mes mots. Avec tes mots, bien sûr, avec tes mots, pas avec les miens. Mais tu sais qu'il est pas facile d'expliquer des ressentis. Il y a pas beaucoup de mots pour expliquer, mais je vais quand même essayer. Donc, en fin de compte, après cette NDE, je ne vais pas donner de laps de temps parce que le laps de temps, je ne le connais pas. C'était peut-être 10 ans ou 15 ans après. Enfin, je ne sais pas exactement. Mais j'ai senti que j'avais changé. Changé, c'est-à-dire que toutes les choses de matière commençaient à moins m'intéresser. Je commençais à me poser des questions sur tout ce qu'il y avait autour de moi et de leur importance qu'elles avaient. Et je commençais à ressentir beaucoup plus des énergies. Même pas à les ressentir, même à les voir. C'est-à-dire que lorsque je regarde un arbre ou je regarde une feuille, c'est pas du non-stop, hein. C'est de temps en temps. J'arrive à voir l'énergie qu'il y a dans l'arbre ou l'énergie qu'il y a dans les végétaux ou dans les pierres ou même dans les gens, ou maintenant j'arrive à voir leur aura sans problème. Mais cette part de choses qui fait qu'en fin de compte, on arrive à voir les énergies. Et j'ai eu des enseignants aussi qui m'ont aidé à travailler là-dessus. Ces enseignants, ce n'est pas des personnes défuntes, hein, c'est des personnes, pour certaines qui viennent d'autres planètes, hein, mais également pendant une bonne période, j'ai eu des maîtres ascensionnés qui m'ont aidé. Par exemple, Saint-Germain, par exemple, El Moria, qui m'ont aidé à maîtriser et à comprendre les énergies que je pouvais voir et ce que je pouvais ressentir. Donc, ça me permet, je dis bien toujours, c'est pas ça n'est pas tout le temps, c'est par moment. Je vois les cheminées telluriques qu'il y a sur la planète. Je vois les dragons qui sont là comme gardiens de ces cheminées. Et il m'arrive très souvent, par contre, beaucoup plus souvent, de voir les elfes qui sont dans des maisons, les êtres de la nature, pour parler plus brièvement. Ces êtres de la nature qui, en fait, ne sont pas là pour nous, ils sont vraiment là pour la nature. Et si nous, on se trouve sur leur passage et qu'on en a besoin, ils nous aideront. Mais ils ne s'amusent pas, enfin, ils ne s'amusent pas. Ils ne sont pas là pour aider les humains. Ils sont là pour aider la planète à la réguler dans toute son énergie et dans toute sa vie, quoi. Donc, ça peut être un arbre, une pierre, nous, un animal. Ils sont là pour ça. Je ne sais plus où j'en suis, Sana. C'est pas très grave. L'idée, c'était de dire que tu avais ces maîtres ascensionnés, des guides qui sont venus à toi et que de là, tu as donc, été amené à travailler, en Voilà. toi cet amour inconditionnel et toutes les choses qu'on a pu aussi te donner. Oui, voilà, tout à fait, oui. Mmh. Ça m'a permis également de pouvoir
soigner des personnes. Je dis des personnes, mais ça peut être aussi bien une plante qu'un animal. Mmh. À le soigner des maux qu'il peut avoir. Et ils m'ont appris à voir un peu comme à travers un scanner. C'est-à-dire que lorsque je passe ma main au-dessus d'une personne, j'arrive à voir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Je le ressens. Et en même temps, j'ai même des visions de ce qu'il peut y avoir. Bon, s'il y a un microbe, un virus ou quoi que ce soit, j'arrive à le voir. S'il y a des inflammations aussi, si, enfin, les problèmes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mmh. Et donc, une fois que je les ai vus, j'arrive à les soigner. Je ne vais pas dire à 100%, parce que je n'arrive à soigner les personnes qui ont besoin d'être soignées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir des douleurs ou des maux qui sont là parce qu'elles doivent être là. C'est-à-dire ça fait partie de leur plan de vie. Donc je ne peux pas retirer des maux à une personne qui en a besoin pour son plan de vie. Donc là, j'y arriverai pas. Soit j'y arriverai pas, soit on me dira de ne pas y toucher. Mmh. Tu vois? Et ça, c'est mes enseignants qui me le disent. Alors parle-nous de ces enseignants. Ces Comment enseignants, ils sont arrivés dans cette étape déjà, par ouais, rapport à la LDE et voilà, par la suite comment ces ils enseignants, t'accompagnent? j'en ai principalement trois. Mmh mh. C'est des êtres qui viennent d'une autre planète, qui sont très, très, très avancés par rapport à nous et qui arrivent à se mettre dans la matière ou se retirer de la matière. C'est-à-dire, ils font absolument ce qu'ils veulent. Je ne sais pas comment on les appelle, les atomes, les cellules, enfin, vous voyez, tout ce qui nous compose. Leur densité, ils arrivent à la changer. Et donc, moi, lorsqu'ils viennent à moi, ils sont au niveau d'esprit, pensez bien. Et ils vont me guider pour me dire ce que je dois faire. Mmh. Après, vous dire exactement ce qu'ils me disent, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Parce que je ne saurais pas exactement comment vous le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que ils ne m'ont pas seulement appris à soigner, ils m'ont appris à savoir comment lâcher prise, par exemple, avec tout ce qui est matière et tout ce qui est social. En m'apprenant à lâcher prise, ils m'ont aussi appris à comprendre et à annuler les peurs. Ils m'ont appris à garder mon calme, bien que je l'avais après ma N2, mais bon, il m'arrivait parfois où il y avait des petites choses qui quand même m'excitaient un peu. Mais ils m'ont appris à comprendre ces petites choses qui pouvaient m'agacer et à les annuler. Si bien qu'aujourd'hui, il est vraiment très très rare que j'élève la voix. Ça m'arrive aussi quand même, de toute façon. Mais ce qui me fait élever la voix, c'est plus le non-respect et le non-amour que l'on peut donner à une personne ou une chose. Et je ne sais plus où j'en suis. Donc ces Il m'arrive enseignants, d'avoir des oublis comme ça et il n'y a pas de déjà souci. c'est parce qu'il y a des, des défunts qui viennent me causer et puis il y a également mes guides qui viennent enfin pas mes guides, donc mes enseignants qui viennent me parler et tout se mélange Mmh. dans ma tête et je suis perdu. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois j'ai des trous et je sais plus où j'en suis quoi. C'est pas très grave. De toute façon, tu étais sur, le témoignage de ces enseignants qui t'accompagnent Oui, et on va j'ai noté les quelques questions aussi des oui, auditeurs qu'on reprendra par la suite. Juste que tu finisses aussi sur, ce que tu voulais, mettre en évidence. Hem, Maintenant ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à comprendre véritablement, heu, en quoi ça t'a transformé. Donc tu as parlé de l'amour inconditionnel, d'un certain nombre d'états, oui, une maîtrise.
prise. Maintenant tu soignes aussi, donc tu en as parlé Ouais. aussi. Est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails, à savoir, comment Dans tu les agis au quotidien? Oui, comment tu agis au quotidien? comment j'agis, tous les jours, tu veux dire? Ou lorsque je soigne Lorsque une tu appliques personne? ces soins ou lorsque tu as ces enseignants qui viennent, bah, là, par exemple, ils sont présents auprès de Ouais, toi, comment tu gères tout ça? et puis qui me casse les pieds d'ailleurs, Ah, OK. Bon. parce qu'ils me parlent un petit peu trop. Mais en gros, je leur Mmh. parle comme si c'était des copains, hein. Je leur, voilà, il Oui. y a il y a il y a aucun niveau. C'est-à-dire, ils m'ont appris à comprendre qu'il y a pas de supérieur et il y a pas d'inférieur. On est absolument tous au même niveau, avec simplement un enseignement différent et une expérience différente. Mais on est tous pareils. Donc, personnellement, je tutoie tout le monde. Ça peut être un PDG comme, à la rigueur, je verrais Monsieur Macron, ce serait la même chose. Je le tutoierais aussi, ça me dérangerait absolument pas. Ils nous ont appris qu'en fin de compte, il y a pas de différence entre tout le monde. Mmh. Et de savoir qu'il y a aucune différence entre tous, hein, ça permet déjà de retirer énormément de peur. Euh, Ça permet déjà d'avoir énormément confiance en soi. Mmh. Parce qu'étant donné qu'on est tous au même niveau et qu'on se dit pas, bah celui-là, il est mieux que moi ou il est supérieur à moi, donc il faut que je le vous voie puis que je baisse la tête lorsque je le regarde. Non, non, on est tous au même niveau, donc la confiance s'installe en nous, enfin en moi. J'ai très très confiance en moi. Ça nous donne aussi la possibilité de nous aimer, d'avoir de l'amour pour nous. Ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai appris donc lors de ma NDE aussi, vraiment soi-même. On peut commencer à aimer les autres parce que si on s'aime pas, on peut pas aimer. C'est faire semblant, c'est tricher. C'est tricher. On peut pas aimer les autres si on s'aime pas soi-même. On peut pas aider les autres si on s'aide pas soi-même. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu as appris à t'aimer Voilà, pour pouvoir mieux aller avec les autres et voilà, il y a des mots aussi que tu as évoqués, des thématiques que tu as évoquées, comme le lâcher prise, les voilà. peurs. Est-ce que tu pourrais me dire, quel type de peur? Alors tu nous as expliqué, l'exemple de ta petite amie, mais est-ce qu'il y a d'autres peurs que tu as vraiment, dépassées, des Ah choses, oui, concrètes en fait? comme j'ai dit la semaine dernière, c'est ma plus grosse peur, c'était les araignées. C'est ça? Ah oui, j'avais énormément peur. Oh, c'est une des dernières peurs que j'ai pu retirer il y a de ça une bonne vingtaine d'années. C'était les araignées. J'avais très très peur des araignées. Et j'ai vécu à La Réunion. À La Réunion, il y a des très grosses araignées qui courent très vite et qui sautent très haut. Et bien à tomber, à chaque fois, c'est vers moi qu'elles couraient et c'est vers moi qu'elles sautaient. Et j'avais vraiment très peur. Et je me suis dit que une araignée, c'est pareil qu'une mouche ou qu'un moustique. Pourquoi en avoir peur? Et je me suis dit, il faut que j'arrive à ne plus en avoir peur. Et c'est là que j'ai compris qu'en fin de compte, si j'apprenais à connaître cette araignée, enfin ces araignées, peut-être que j'aurais moins peur. Et bien sûr, mes enseignants m'ont aidé à comprendre que c'est par là qu'il fallait passer, c'est-à-dire par la compréhension. Donc j'ai commencé, bien sûr, comme tout le monde le ferait, avec des araignées minuscules qui étaient sur une toile, et j'ai commencé à les observer et puis à regarder leur fonctionnement. Je les ai regardés faire leur toile, je les ai regardés entourer un moucheron lorsqu'ils en attrapaient un. Je n'ai pas été jusqu'à les regarder le manger parce que c'est trop long. Je les ai regardés refaire leur toile quand elle était un peu défaite. Enfin bref, j'ai appris à les connaître. Mmh. Après que j'ai appris à connaître les toutes petites araignées, je suis passé aux un peu plus grosses. Et j'ai remarqué qu'en fin de compte, les plus grosses araignées avaient exactement le même fonctionnement que les toutes petites. Et de là, en comprenant ce qu'étaient les araignées et que j'en avais peur, j'ai accepté ces bestioles que je voyais. Et une fois que j'ai accepté ces araignées, je me suis mis à les aimer.
C'est-à-dire maintenant que tu as compris le fonctionnement de l'araignée, maintenant que tu as accepté que l'araignée pouvait te faire peur alors qu'il n'y en avait aucune raison, ben maintenant il ne reste plus qu'à les aimer. Et j'ai commencé à apprendre à aimer les araignées. Et à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'il y a une grosse araignée noire chez moi, dans ma maison, comme on en trouve dans les maisons parfois, ben, j'attrape l'araignée noire dans mes mains si elle veut bien grimper, et ben, je la mets dehors d'une façon toute tranquille. En gros, toutes les peurs que j'avais se sont envolées avec la compréhension, l'acceptation et l'amour. Mmh. Voilà, ça c'est pour les peurs. Ça marche également pour le lâcher-prise. Après, le lâcher-prise, je préfère rentrer beaucoup plus, parce que c'est très long, je préfère rentrer beaucoup plus dans les détails lors des ateliers que je vais faire. Pareil Oui. pour les peurs, parce que bon, là je le dis comme ça, mais en gros c'est un résumé. Il y a des choses beaucoup plus précises qu'il faut savoir pour enlever nos peurs. Après, c'est pareil, il faut toujours le vouloir. Faut pas penser que, comme pas mal de personnes que je peux voir, que j'ai une baguette magique et d'un tour de baguette magique, tout va s'envoler. C'est faux. En fait, je fais monter la personne sur la première marche et après, la personne va monter les autres marches toute seule. Avec mon aide, si elle en a besoin, mais il faut qu'elle les monte toute seule. Voilà. Juste avec Bien. une aide. Voilà. D'accord. Tu parles également de vivre dans le présent. Alors, tu en as parlé un peu Mais ça, c'est. à la précédente conférence. Oui. Ça aussi, est-ce que tu peux étayer et nous expliquer Oui. en quoi le présent a son importance? Le présent est la clé du bonheur. Mais vraiment la clé du bonheur. Mmh. L'instant, vivre dans le présent. En gros, un peu, on vit toute la journée chez nous et puis on part en vacances. Donc, eux, ils viennent en vacances dans le présent. Et au moment donc qu'ils sont dans le présent, ils sont vraiment heureux. Mais ça dure pas longtemps parce que bien souvent, ils repartent vite dans le passé ou dans le futur. Donc c'est pareil, il y a beaucoup de choses à savoir que je donnerai donc lors des ateliers pour dire comment vivre dans le présent. Parce que pour vivre dans le présent, il faut également comprendre beaucoup de choses du passé et beaucoup de choses du futur et surtout ce que l'on veut de nous. Et ça, c'est important. Mais le présent, moi, c'est dans le présent que je vis depuis déjà pas mal d'années. Et je vis tout le temps dans le bonheur. Pourtant, mon corps souffre. J'ai mal aux épaules, je suis paralysé d'une jambe et puis l'autre qui n'est pas franchement en bon état. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si ça peut vous aider si ça vous aidera à comprendre, mais j'ai 18 vertèbres de soudées, j'ai 6 pincements de disques en permanence sur la colonne vertébrale, je vois pas les couleurs de naissance, depuis 2 ans, je n'ai plus de goût et plus d'odorat, mais plus rien. Et pourtant, chaque jour, je vis dans le bonheur. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Je vis dans un bonheur total. Pourquoi? Parce que je vis dans un présent permanent. Je vais voyager dans le passé, je vais voyager dans l'avenir, mais en conscience, pas par mes sentiments ni mes émotions. Et ça, il y a des choses à comprendre et à faire pour arriver à vivre dans le présent. Mais ça, on en aurait en gros jusqu'à minuit peut-être. Donc, je préfère laisser ça pour les ateliers. Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, en tous les cas, merci d'avoir fait ce tour d'horizon sur notamment ton explication, ta narration sur ton NDE. On te remercie, c'était pas évident aussi pour toi. On a vécu aussi avec toi l'émotion. Il y a eu beaucoup de réactions aussi. On a eu des auditeurs qui nous ont parlé d'intervenants comme Eben Alexander, qui est également un scientifique qui aurait vécu ce genre aussi d'expérience.
On a aussi, des termes que tu aurais utilisés, le terme habitacle. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus quand tu as parlé d'habitacle? Je ne sais pas si tu te souviens, TKL? Oui, tu peux faire un replay pour que je me rappelle? J'aurais pas cette facilité, technique, Oui, mais en gros, disons mon désavantage, c'est lorsque je parle après, je me souviens plus de ce que je viens de dire. mmh, Donc là, je me souviens pas de ce que j'ai dit. d'accord. Ça vient naturellement quoi, voilà. Alors, il y a d'autres questions, hein. Hem, une auditrice qui posait la question, de comment travailler avec les énergies. Comment justement travailler avec ce que tu ressens, là, ces énergies, cette vibration, comment on fait pour travailler avec ça? Est-ce qu'il y a une Déjà méthode? pour, voilà. Oui, il y a une méthode déjà pour, travailler avec les énergies. Il faut comprendre qu'on en a là à l'intérieur de nous et il faut les ressentir. Une fois qu'on ressent nos énergies à nous, celles que l'on a, on va pouvoir commencer à sentir celles qui sont à l'extérieur, sentir les énergies qui viennent de l'univers, les énergies qui viennent de la terre, les énergies qui viennent des arbres, des animaux et de tout ça. Mais pour ça, il faut commencer à ressentir nos propres énergies. Et là, c'est pareil, c'est pas possible de le faire en 5 minutes, quoi. Tu Bien comprends? sûr, Voilà, OK. Bon, bah, voilà. Mais alors le ça sera principal l'occasion d'un d'une prochaine, ou voire même d'un atelier à la rigueur, bien tu vois? sûr. Et le Voilà. principal, tu disais? Le principal, c'est pour arriver à sentir les énergies, c'est de ressentir les propres énergies que l'on a. Ouais, ça, Mmh, c'est le principal. OK. Donc du coup, toi, tu as découvert tout ça, de façon, J'ai découvert tout ça. conventionnelle? Comment ça s'est fait? J'ai pas entendu ce que tu viens de dire. J'ai dit de façon, comment dire? D'un seul coup ou progressivement ou comment ça s'est passé? Je dirais les 2, à la fois d'un seul coup et à la fois progressivement. C'est-à-dire que je dirais d'un seul coup, c'est la compréhension. J'ai compris ce qu'il fallait que je change en moi. Et après, il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de peut-être, hein, c'est qu'il n'y a pas d'essai. Comme dirait maître Yoda, je crois, on fait ou on ne fait pas. Mais c'est tout à fait réel. On Mmh. le fait ou on ne le fait pas. On se donne le droit de ne pas le faire. C'est-à-dire que notre corps va intégrer qu'il ne le fait pas. Toutes nos cellules mémoire vont apprendre qu'on ne veut pas faire une chose. Mmh. Mais toutes nos cellules mémoire vont aussi apprendre à ce que l'on veut faire. Tu vois? On veut Mmh mh. ou on ne veut pas. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas d'essai, parce que dans nos cellules mémoire, le corps, il va intégrer le peut-être ou l'essai. Et dans le peut-être ou l'essai, il va conserver le fait que l'on n'y arrivera pas, que l'on peut ne pas y arriver. Et automatiquement, il va déclencher un processus où on ne le fera pas. Tu comprends? Mmh. Regarde comme moi, pour mes jambes, lorsque je me suis retrouvé Ouais, paralysé, oui. j'avais la possibilité soit de rester dans mon fauteuil toute ma vie, soit de remarcher. Mmh. Je dirais pas remarcher comme tout le monde, hein, mais au moins me tenir debout et marcher. Tu vois? Ce que tu fais actuellement. Ce que je fais actuellement. Mmh. Tu vois? Je me suis dit pas: «Ah ben, je vais essayer de remarcher ou peut-être qu'un jour je vais remarcher». Non, j'ai dit: «Je veux. Je veux remarcher à tout prix». Contre l'avis des médecins qui m'avaient dit que c'était impossible, hein. J'ai trouvé une kiné, je l'ai gardée pendant 1 an et demi. On s'est vu 3 fois par semaine et j'ai dit: «Je veux remarcher» et on a Mmh. bossé, 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 mais aujourd'hui ça porte ses fruits. Je remarche et pour tout c'est pareil, hein. Si je veux sentir les énergies autour de moi, il faut le vouloir. C'est-à-dire qu'il faut vouloir ressentir les énergies à l'intérieur de soi. Une fois qu'on les ressent à l'intérieur, il faut vouloir les ressentir à l'extérieur. Après le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas ah ben tiens, je peux lâcher prise avec je sais pas moi, mon chien qui pisse partout, tu vois? Mmh. Mais par contre, mon patron qui m'emmerde, là, il y en est pas question, je peux pas lâcher prise dessus. Tu vois ce que je veux dire?
Mmh. Alors comment tu En fin de compte, c'est un tout. Il faut tout prendre. Quand je veux lâcher prise, quand je veux apprendre à lâcher prise, il faut que ce soit global. Il ne faut pas que ce soit avec certaines choses où je dis, ah bah ça je peux, c'est facile. Mais ça je peux mmh, pas parce que c'est trop dur. Il faut pouvoir lâcher tout, lâcher prise avec tout. Exactement pareil pour les peurs. Et ça s'apprend. mmh, Ça s'apprend. Il y a des choses, des automatismes que l'on a qu'il faut retirer. je vois. Tu comprends? Bah, c'est toute une éducation en fait, hein. C'est, en gros, oui, c'est ça. C'est tout le vécu qu'on a eu à retirer pour repartir d'une autre manière, Mmh. d'une autre façon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que généralement, effectivement, on se transforme, on vit des choses et donc on arrive à soigner, à transmettre. Bah, ce qui paraît, alors c'est sûr qu'on sait qu'on a la présence des anges autour de nous, mais le fait que tu parles de tes enseignants, Oui. moi ça m'interpelle parce que je me dis, ils sont encore là, ils te guident, c'est-à-dire qu'il y a encore peut-être des choses, un potentiel encore que tu n'as pas totalement développé ou enfin, Mais mon tu vois? potentiel, je ne l'atteindrai toujours pas lorsque je serai à l'aube de ma mort. Mmh. Mais, J'apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps. et ils sont là, à quel moment ils interviennent? Comment tu saisis, des signes? Alors, voilà, je sais pas. Tu vois pas C'est d'heure pas, miroir, tu vois pas de choses, comment? tu ne vois pas d'heure miroir, c'est quelque chose qui est de l'ordre C'est du un, fluide? Comment? c'est un peu, pour parler comme tout le monde comme tout le monde, un peu lorsque tu marches dans une rue. Tu vois, tu marches dans la rue et tout d'un coup, tu vas te retourner parce que tu sais que quelqu'un te suit. Et oui, il y a bien quelqu'un qui te suit. Mais tu ne le Mmh. sais pas, tu ne l'as pas vu. Tu sais qu'il est derrière toi. Moi, c'est la même chose. Lorsque mes guides ils viennent, je sais qu'ils sont là. Tu vois, il Mmh mh. m'arrive parfois de les voir, mais ça ne me sert à rien du tout. J'ai même pas envie de les voir. Parce que ça me Oui. servirait à quoi de les voir? Ça m'intéresse pas. Tu Mais vois? tu en as vu un en particulier? Parce que c'est vrai qu'on a oublié de préciser, pourquoi ce prénom TKL, parce que les personnes qui ne te Ah, connaissent pas. Donc je pense que tu vas pouvoir expliquer ta c'est rencontre avec, un de tes enseignants. non, c'est même pas un enseignant. Alors là, il faut que j'explique aussi. Explique-moi. TKL, c'est pas un enseignant, c'est moi. Euh, En gros, nous sommes tous des êtres de lumière. Mmh mh. Je vais partir un petit peu mieux. Il y a la source qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler Allah, qu'on peut appeler comme on veut. Bref, il y a la source qui est source de tout, d'accord, qui lui a tout créé. Le problème de la source, c'est qu'il ne peut pas vraiment se déplacer. Donc, il a tout créé, il sait tout ce qu'il a créé, mais il a envie d'en savoir plus. Donc, il a créé à travers lui-même, en gros, c'est comme deux cellules qui se séparent, tu vois ce que je veux dire? Puis qui en Oui. deviennent 4, qui en deviennent 8, qui en deviennent 16, etc., Mmh mh. etc. Tu vois? Donc, il s'est séparé, lui, il a créé des êtres de lumière. Mais ces êtres de lumière, il les a créés de lui, tu vois? C'est un Mmh mh. peu comme une cellule. En gros, tu as la cellule principale, on va dire que c'est la source, d'accord? Mmh mh. Lorsqu'elle se sépare en deux, tu as la source et l'être de lumière, d'accord? OK, OK. OK? Mmh mh. Donc, il a créé donc des êtres de lumière pour que ces êtres de lumière aillent visiter tout ce qu'il a créé, d'accord? Alors qui est venu te visiter? Comment? Qui est venu te visiter? Personne n'est venu visiter, c'est moi qui ai été visité. Et OK. donc, je suis né en gros il y a à peu près 680 millions d'années, à peu près Mmh en mh. tant qu'être de lumière, et j'avais pour tâche, d'aller visiter les planètes, hein, enfin bref le tout, et d'aller, voir tout ce qui vivait, tu vois? Ouais. Et donc, une fois que j'avais vu tout ce qui vivait, je me suis dit que
c'est bien de voir tout ce qui vit, j'ai la connaissance, j'ai la théorie, tout ça, mais j'ai quand même pas la pratique. L'odeur, le goût, le toucher, je ne l'ai pas. Je suis dans l'énergie. Donc tout ça, je ne Mmh. connais pas. Tu vois? Mmh. Je sais que Mmh. l'amour existe, hein, je le vis. Mais dans la matière, c'est quoi? Et en gros, tous les êtres de lumière qui ont pris vie, ils ont vécu la même chose. Ils ont voulu aller plus loin dans leur recherche. Et donc, je me suis dit, je vais prendre vie dans la matière. Tu vois? Mmh. Donc, en prenant vie dans la matière, j'ai fait exactement pareil que la source. Je me suis, plouf, séparé comme deux cellules. OK. D'accord? J'ai créé donc un être, une âme, qu'on va appeler une âme, d'accord, pour parler comme ici. Donc il y a l'être de lumière, il s'appelle TKL, il a créé une âme. L'âme va prendre vie sur, dans la matière, hein, c'est-à-dire sur la Terre ou même sur une autre planète. Hein, d'accord? Ça, c'est la première fois qu'il s'est séparé. D'accord? Mmh. Donc il a pris vie sur une planète. Mais sur la planète, il y a ses contraires. Donc automatiquement, cette âme qui était pure, en prenant vie dans la matière, a été polluée par les Mmh. contraires. Le bien, le mal, le chaud, le froid, la lumière, l'ombre, enfin tu vois tout ce que je veux dire, tous les contraires il peut y avoir. Et il a vécu, on va parler de la Terre, il a vécu sa vie sur Terre et après il est décédé. Lorsqu'il est décédé et qu'il a voulu re-rentrer donc dans lui-même être de lumière, l'être de lumière, il a dit, ok, tu es revenu, mais tu n'es plus pur, tu n'es plus parfait. Donc il va falloir que tu repartes pour devenir parfait. Et quand l'être de lumière a remarqué que en se sur les planètes ou sur la Terre, plus vite, je vais redevenir parfait. Tu comprends? Mmh. Et donc il a créé plein d'âmes de lui-même. Si bien qu'il y a une âme qui est là sur la Terre, mais il y a des mondes parallèles, il y a des multivers, il y a des âmes un petit peu partout pour se parfaire. Tu me suis? OK. Oui, oui, je te Voilà. suis. Donc, TKL, mon nom, est mon nom d'être de lumière d'origine. OK, Et très donc, bien. TKL, c'est moi, puisque je suis lui et que lui est moi. Et donc, Mmh. lui et moi, on est divin, puisqu'on est aussi une partie. On n'est pas Sûr. un élément, on est une partie de la source. Donc, également, on est divin aussi. On a tous ces Mmh. éléments-là qui sont en nous et qu'il faut connaître et se rappeler. Et tout ça, bah, c'est mes enseignants qui m'ont quand même pas mal aidé à comprendre tout ça. Mais c'est ça qui est fou. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est que, généralement, c'est vrai qu'on se dit qu'on apprend de nos erreurs, on apprend dans un certain nombre de travail qu'on met en œuvre, mais le fait que tu sois, si bien entouré, alors certains parleront d'anges, mais tu parles toi d'enseignant, c'est que vraiment il y a une volonté éducative, de transmission, claire, des Après, propos. les noms, j'ai donné des noms parce que sur la Terre, on vit dans la matière et le nom est matière, tu vois. Mmh mh. Mais en fait, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas les anges, il n'y a pas les archanges, il n'y a pas les maîtres ascensionnés, il n'y a pas tu vois, il n'y a pas tout ça. Mmh mh. Tous les êtres très évolués qui sont à l'extérieur de la matière se reconnaissent par leurs énergies et non par leur nom, Mmh. tu vois. Mmh. Parce Sûr. que Après chaque énergie, chaque être, que ce soit un humain, un brin d'herbe, une feuille, une fleur, enfin bref, tout ce qui existe a une énergie différente, mmh. tu vois. Mmh Et mh. donc, ils se reconnaissent par les énergies et non par les noms. Les noms ne sont faits que pour se comprendre dans la matière. Mmh. Donc, tu as ces présences donc autour de toi. Ouais. Heu
On a parlé aussi des défunts, du fait que tu les aies vus, puis ensuite tu les as vus, se mouvoir, Ouais. s'adresser à toi. Est-ce que c'est toujours le cas? Et qu'est-ce que tu fais de ça? Aujourd'hui, je les vois beaucoup moins. Je OK. j'arrive aussi à voir des défunts, mais je les vois d'une autre manière. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, ils vont plus vraiment, avoir de discussion avec moi. Ils vont me parler, en me montrant des choses. Ils vont me montrer des éléments de leur vie ou des éléments de ce qu'ils veulent montrer, qui vont me dire, ah ben tiens, c'est une telle personne, ben, en train de te montrer ça pour te dire ça. Voilà. Mmh mh. Euh, ouais, maintenant je discute beaucoup moins je discute beaucoup plus avec mes enseignants qu'avec les défunts. Mmh mh. Mais tu Ce que avais j'ai appris, excuse-moi, ce que j'ai aussi appris ouais. depuis allez, 2-3 ans, et toujours pareil, grâce au lâcher-prise, qui est très important. Voilà. Voilà, grâce au lâcher-prise, c'est que j'arrive à avoir accès maintenant aux vies antérieures des personnes, alors qu'avant, je me disais pour moi que c'était pas possible. Donc, pour te Mmh dire mh. qu'il y a seulement 2-3 ans, donc j'évolue toujours et j'évoluerai encore toujours. Mmh. J'arrive à avoir accès aux vies antérieures des personnes, euh, mais je n'ai, là, c'est pas le droit qu'on me donne, c'est moi qui le veux. Je ne donne les vies antérieures que celles qui s'adressent à la vie présente. C'est-à-dire si une personne a un karma à régler passé, donc dans d'autres Mmh vies, mh. je vais aller à l'origine du problème qu'il y a eu, qui peut être il y a 2 vies, mais il peut être il y a 50 vies aussi, tu vois. Mmh. Et depuis maintenant, allez, moins d'une année, j'ai aussi lâché prise avec une chose, c'est que maintenant, j'arrive à emmener des personnes avec moi en voyage astral. Mmh. Mais je ne les emmène que si mes enseignants m'en donnent enfin, c'est même pas la permission, c'est eux qui me disent, tiens, cette personne-là, j'aimerais bien que tu fasses un voyage astral avec. En gros, les voyages astraux ne sont pas faits un voyage de tourisme comme on peut faire autour de la Lune, mais c'est un voyage qui va booster leur évolution pour leur faire comprendre certaines choses. Tu vois? Mmh Euh, mh. pour l'instant, les personnes que j'ai emmenées sont des personnes qui avaient besoin de mieux comprendre les énergies. Donc, je les emmenais sur des planètes où ils maîtrisent vraiment très bien les énergies. Mmh. Et tu pourrais étayer un exemple? Oui, sans donner de nom. Oui, bien Euh, sûr. il y a deux personnes dernièrement que j'ai emmenées. Une personne que j'ai emmenée donc sur une planète euh, où les enfants apprenaient euh, avec leurs enseignants, comme à l'école, hein, à maîtriser les énergies. Et cette personne-là, je l'ai emmenée parce qu'elle avait, au moment où ça a été décidé, elle avait un petit peu de mal avec les énergies. Donc, je l'ai emmenée à cet endroit-là pour qu'elle comprenne mieux les énergies. Seulement, arrivée sur place, son ego en avait peut-être pris un petit coup. Enfin bref, hein, elle n'était pas à l'aise hein, parce que elle allait apprendre des enfants. Et donc, c'est pas trop évident pour certaines personnes. Mais Mmh après, elle mh. a très bien compris. Et de retour sur Terre, elle ne s'est souvenue, de retour dans son corps, elle s'est souvenue absolument de rien. Mais par contre, ensuite, elle a remarqué que sa maîtrise des énergies avait quand même changé. C'était amélioré. Et la planète où je l'avais emmenée, les enseignants enfin pas mes enseignants à moi, hein, les enseignants des enfants ont réclamé à ce que cette personne retourne. Et là, c'est eux qui l'ont voulu.
Et en fin de compte, il voulait que cette personne retourne donc sur cette planète parce que les enfants avaient envie de comprendre comment elle arrivait à, à maîtriser à la fois la matière et les énergies, choses qui allaient ensemble, hein. Et il Mmh. voulait que cette personne leur enseigne sa façon de faire. Et donc là, je l'ai emmené où ça s'est très bien passé. Waouh. Et suite à ce voyage, quelles ont été les réactions de cette, personne? Comment elle a interagi avec toi, par Ah la bah, suite? elle était heureuse comme tout. Ouais. Je pense qu'elle l'est toujours, hein. D'ailleurs, à mon idée, elle doit certainement t'envoyer un petit message, tel que je la connais. Et Ouais. oui, elle était heureuse comme tout. Et Ah oui, oui, je vois de ouais, en effet. elle est là, hein. Donne pas de nom, Ouais. hein. Ne donne pas Ah de nom, non, je elle est préfère pas là qu'il y ait pour pas donner des noms, en tout cas. voilà. OK. Mais elle était bien heureuse et en même temps, ça l'a équilibrée dans ses énergies. Je me trompe pas. Et là, c'est à toi que je parle. Pas à toi, Sana, mais à la personne que j'ai emmenée. Voilà, ça l'a équilibrée dans les énergies pour pouvoir aider les autres, puisqu'elle est thérapeute également. Mmh. Voilà. Waouh! Quelle belle expérience, je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que le fait que, tu guides, sur ce versant-là, il y a d'autres choses aussi qui se sont développées chez toi? Des facultés de médiumnité. Tu fais bien souvent la distinction entre médiumité et voyance. Je vais te laisser le faire parce que je Voyance, sais que oui. c'est ta c'est Tu ton veux que dada. j'explique ce que j'ai expliqué la dernière fois? Oui, en effet, parce Avec aussi un qu'effectivement, exemple, hein. c'est ça, Voilà. heu, de choses qui sont arrivées et que tu as vues, enfin, je te laisse expliquer. D'accord. Je donnerai 2 exemples de ce qui est positif pour moi et de ce qui est négatif également, parce que c'est à double tranchant, quoi. La médiumnité, en fin de compte, c'est la faculté de pouvoir discuter avec des personnes qui sont sur l'autre rive. Et la voyance, hein, c'est la possibilité de lire dans l'avenir. Mais je dis mon avis personnellement, hein, je sais que je vais me fâcher avec les voyants lorsque je dis ça. La voyance ne sert absolument à rien. Pour la bonne raison, c'est que une fois que l'on vous a dit votre avenir, automatiquement, à la seconde où vous la savez, il est modifié. Il n'est plus du tout le même. Il a changé. Et il m'arrive moi aussi d'arriver à pouvoir voir dans l'avenir. Tiens, au fait, j'ai oublié, je peux faire un aparté avant pour dire Bien sûr, ce que j'ai vu pendant mon retour de ma NDE à mon corps. bien sûr, vas-y. Et ça, j'ai pu le lire par la suite, hein, que bien souvent, les personnes qui vivent une NDE, on leur donne une vision d'un avenir, hein, de l'avenir qui aura sur Terre, quoi. Mmh mh. Et je ne sais pas pourquoi on leur donne cette vision-là, certainement pour que ça fasse bouger quelque chose. Et moi, la vision qu'on m'a donnée de l'avenir lorsque je suis revenu donc dans mon corps, c'est la vision d'une ville. D'après tous les bâtiments que j'ai pu voir, c'est une ville qui est en Amérique, mais je pense qu'elle peut être partout. Enfin, celle-là est donc en Amérique. Et je voyais une grande avenue, environ de, oh, elle avait 3-4 voies. De chaque côté de cette avenue, il y avait des arcades. Derrière ces arcades, il y avait des magasins et au-dessus des magasins, bien sûr, il y avait des habitations. Il y avait des voitures, quelques voitures, presque pas de voitures qui étaient garées le long des trottoirs. Il y avait des journaux qui volaient par terre et il y avait beaucoup, beaucoup de poussière, aussi bien sur les vitres des vitrines que sur les voitures qui étaient garées. En gros, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait plus aucune vie à cet endroit-là. Je ne ressentais plus de vie, ni humaine, ni animale, ni insecte, néant, plus aucune vie. Et cette vision m'a fait penser
à une guerre chimique ou une guerre bactériologique qui pourrait y avoir, parce qu'elle ne s'est pas encore produite, qui pourrait y avoir dans l'avenir, et donc qui tuerait toute vie sans toucher au bâtiment, sans toucher au monument, quoi. Voilà, ça c'est la vision que j'ai eue. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis justement pour que ça n'arrive pas. Ok. Voilà. Donc maintenant, j'en reviens à nos brebis, tu disais. Donc, j'en reviens donc à nos brebis. Et je disais donc que j'avais vu une personne en médiumnité qui venait pour avoir des nouvelles d'un défunt que je ne sais même plus qui c'est. Enfin, c'était une personne décédée. Elle voulait avoir des nouvelles. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de ressentir les énergies de la personne de façon à les capter et que la personne sur l'autre rive qui est décédée ressente ces énergies et à son tour vienne vers moi pour pouvoir lui parler. Moi, c'est comme ça que je procède. Donc, je discute avec elle de la pluie et du beau temps parce que je veux aucun détail. Donc, on parle de la pluie et du beau temps. Et au bout d'un certain temps, je commence à avoir une vision. Et enfin, logiquement, je devais avoir une vision de la personne qui était défunte. Et donc, j'ai une vision claire. Et au bout d'un moment, je dis à la femme qui était devant moi, je dis, ben, j'ai vu une personne qui est dans une voiture bleue. Elle avait un peu la forme d'une 206, quelque chose comme ça, quoi, un peu de cette taille-là. C'est pas une grosse voiture, donc un peu de la taille d'une 206 Peugeot. Cette personne-là avait les cheveux noirs ondulés avec une grosse moustache bien noire. Et il avait le volant qui était enfoncé au niveau du diaphragme. Cette personne-là était un tout petit peu typé, enfin il était bronzé, revenait peut-être du soleil, je ne sais pas. Et me disait qu'il ne souffrait pas. En gros, il était en train de me dire qu'il ne souffrait pas pour rassurer, c'est ce que moi je pensais, qu'il ne souffrait pas pour que je le dise à la personne qui était en face de moi, pour dire comme quoi il n'avait pas souffert lors de sa mort. Donc j'explique ça à la femme. Et puis la femme, je la vois qui commence à pâlir, et puis à changer un peu de tête. Et puis j'ai dit, vous connaissez cette personne? La femme me dit, oui, c'est mon mari. Et je lui dis, mais il y a longtemps qu'il est décédé? Elle me regarde, elle me dit, mais il n'est pas mort, hein, il est vivant. Et là, je me suis aperçu que j'avais dit une très grosse bêtise. Et donc, à cette femme, j'ai dit, ben, j'ai dû avoir une vision de l'avenir, de ce qui peut arriver à votre mari. Je dis, mais étant donné que vous avez la connaissance de cet avenir peut être modifié et sera modifié de toute façon. Donc, j'ai dit, dites à votre mari comme quoi il faut qu'il fasse attention. Et elle me dit, ben mon mari, il aime bien conduire sa voiture un peu comme dans un rallye, il roule très vite, très nerveusement, c'est sa façon de conduire. Donc elle m'a appelé une semaine plus tard en me disant qu'elle avait bien prévenu son mari qui n'y croyait pas du tout, mais pour faire plaisir à sa femme, ben, qui roulerait prudemment pendant, je lui avais dit, environ 2-3 mois, puisque le temps, il n'existe pas, pendant 2-3 mois qui se calme sur le volant. Et donc, c'est donc ce qu'il a fait. Et je me souviens plus exactement combien de temps après, peut-être cette femme me rappelle et me dit, ben, je vous remercie beaucoup parce que mon mari ce matin en allant au boulot, il roulait sur une route toute droite qui était bordée de platanes de chaque côté. Et en face de lui, au loin, il y avait un camion qui roulait, une grosse camionnette, on va dire, qui roulait, et une voiture qui était en train de doubler cette camionnette. Et donc, étant donné qu'il était plus prudent, qu'il roulait moins vite, il a eu le temps de s'arrêter entre deux platanes. Et la voiture arrivait en plein en face de lui. Il n'aurait pas ralenti pour aller donc sur le bas-côté, la voiture le percutait en pleine face. Et donc, elle me remercie parce qu'elle dit que si jamais cette personne-là avait roulé aussi vite que d'habitude, il serait mort.
il aurait pris soit la voiture, soit le platane, mais il serait mort. Donc, pour vous dire que le futur, l'avenir peut être modifié et est modifié automatiquement qu'on le connaît. Donc ça, c'est un événement heureux que je dirais. Mais on n'a pas tout le temps des événements heureux. Une fois, j'étais en train de boire mon café, comme je le bois tous les jours au bistrot. Tous les jours, les matins, je m'en vais boire un café. Et j'aime bien le climat, j'aime bien entendre les gens parler. Et en face de moi, il y avait une jeune femme qui était également en train de boire un café. Et j'ai aussi une vision, la voyant. Je voyais cette femme qui était penchée sur un lit d'hôpital où elle regardait un homme qui était entubé de partout et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle était franchement malheureuse de voir, à mon idée, ça devait être certainement son mari ou son copain, enfin, sa relation. Et elle pleurait. Et pendant un moment, j'ai voulu me lever de la chaise pour lui dire la vision que j'avais vue. Et à ce moment-là, il y a une voix dans ma tête qui m'a dit « Ne va pas lui dire ». Il ne fallait pas lui dire. Et quelques semaines plus tard, j'ai appris que cette femme-là, son mari avait eu un accident et était mort dans son lit d'hôpital. En fait, il ne fallait pas lui dire son avenir parce que c'était son chemin. Il devait décéder donc 2 semaines plus tard. Et si je l'avais dit, il ne serait pas décédé de cette façon-là. Et il fallait absolument qu'il décède de cette façon-là. Lui, parce qu'il avait fini son temps. Et en même temps, sa façon de mourir était faite pour booster l'évolution de sa compagne. Donc, il fallait que je me taise. Donc, vous voyez la différence entre être voyant et être médium. Il y a cette belle histoire aussi que tu avais également racontée de cette jeune fille, cette petite fille. Moi, ça m'a mis vraiment la chair de poule. Ah, la petite fille, oui. Mais surtout que c'est une personne que tu ne connaissais pas. Je veux dire, que tu croises non, dans la rue. Mais après, je vais t'en raconter 2 autres. Si vous avez le temps, je peux en raconter même 1 millier. Mais enfin, je rencontrerai peut-être 2 autres brièvement après. Tu veux que je raconte l'histoire de cette petite fille? Oh, vas-y. Oui. Oui, donc. Ça m'est resté dans la tête énormément. Je t'ai pas entendu, ça a résonné. Ça m'est resté dans la tête énormément. Ah, ok. Oui, donc, à l'époque, j'avais un chien, un briard, et j'habitais donc en HLM. Et donc, ce briard, tous les jours, je le sortais pour qu'il aille faire ses besoins. Et comme on le sait, à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais bien souvent, lorsque l'on sort son chien, il y a quelqu'un d'autre qui le sort également en même temps. Et donc, le soir, c'est juste le soir que je rencontrais cet homme-là qui sortait en même temps son chien. Et on a fini par sympathiser. J'ai appris que c'était un policier, c'était son métier, et qu'on a sympathisé. Et un beau jour, il me demande de venir boire un coup chez lui. J'ai accepté. Donc, je suis parti donc chez lui pour boire un café, parce que moi, c'est un café que je bois bois jamais d'alcool. J'ai pris un café. Et puis, au bout d'un bref instant, mais il n'a pas fallu bien longtemps, j'ai vu une petite jeune fille, elle avait quoi, je ne sais pas exactement, 2 ans peut-être, ouais, 2-3 ans, pas plus. J'ai vu une petite jeune fille qui était là dans la pièce, et puis elle avait un regard, mais vraiment peiné, puis en colère. Il y avait à la fois de la peine et de la colère qui était en elle. Et à un moment donné, enfin un peu de temps après, je ne peux pas dire combien de temps après, elle est venue s'asseoir sur mes genoux. Et puis elle était en train de m'expliquer qu'elle était en colère et elle me montrait un tonneau qui était dans la salle à manger. Il y avait un tonneau qui était là et puis elle était en colère après lui. Donc je regarde la personne qui m'avait invité, donc cet homme, et je lui dis il y a une petite fille
qui est là sur mes genoux. Donc je lui explique comme quoi je suis médium, parce que bon, il n'était pas vraiment au courant. Donc je lui explique que je suis médium, et puis que là il y a une petite fille qui est sur mes genoux et puis qui est en train de me montrer ce tonneau, et qu'elle est à la fois attristée et en colère. Donc je lui demande, vous la connaissez ou c'est une petite fille qui habitait déjà là avant? Au départ, elle me répond pas vraiment, elle me répond pas vraiment. Et puis, au bout d'un certain temps, il finit par me dire que c'est sa fille, hein, qui est décédée. Elle avait, moi, je me rappelle plus, 2-3 ans, quoi. Et sa fille, à un moment donné, me prend par la main et m'emmène. Donc là, on était dans la salle à manger, et sur la gauche, il y avait un salon. Donc, elle m'emmène vers le salon, et puis elle passe à travers un mur. Bien sûr, moi, je peux pas passer à travers le mur où je me le prends, quoi. Donc, j'ai deviné qu'elle était passée tout droit, que moi, il fallait que je fasse le tour pour la rejoindre. Donc, je fais le tour, et puis j'explique en même temps donc à cet homme comme quoi elle est passée à travers le mur, mais moi, je peux pas, donc je fais le tour pour aller la rejoindre. Et il m'explique qu'à cet endroit-là, avant, il y avait une porte. Ils ont condamné, retapissé, on voyait plus rien de l'extérieur. Mais avant, il y avait une porte. C'est pour ça que la gamine est passée par là. Donc, moi, je fais le tour. Elle m'attendait donc de l'autre côté. Elle m'emmène dans une pièce. Et arrivé dans cette pièce, j'ai eu la vision de ce qu'elle voyait. C'est-à-dire que je voyais un lit de bébé à barreaux. Je voyais une petite armoire, je voyais une petite commode, je voyais tout ce qu'il y avait dans une chambre d'enfant avec les jouets par terre que j'avais pu détailler à l'époque, hein, que je ne détaillerai plus maintenant. Et à chaque fois que je voyais tout ça, je l'expliquais en même temps à l'homme qui était là, qui m'a dit qu'il était le père de cette gosse, quoi, donc à son père. Et elle me dit oui, c'est parce que c'était vraiment ça qu'il y avait dans la pièce, alors que maintenant, il y avait une table à repasser, il y avait du linge, c'était devenu un dressing, pour ainsi dire. Et donc, je lui ai expliqué tout ce qu'il y avait dans la pièce, il a dit d'accord. Je lui ai expliqué les vêtements que la gamine avait, que sa fille avait, donc des chaussures jusqu'au nœud dans les cheveux. Après, nous sommes retournés dans la salle à manger, et la gamine m'a expliqué qu'elle n'aimait pas ce tonneau parce que ce tonneau était un bar, hein, où donc il y avait des bouteilles de vin à l'intérieur, que son père y buvait trop, donc il était souvent énervé, il se disputait avec la mère enfin avec sa femme et puis la mère de la gosse, et ça a causé donc la séparation du couple. Et donc la gamine était vraiment en colère après ce tonneau, quoi. Donc ça, je l'ai expliqué aussi au père. Le père m'a dit que les vêtements que cette gamine, enfin que sa fille avait, c'était les vêtements qu'ils avaient mis lors des funérailles, donc dans son cercueil. Et après, donc il m'a dit qu'on se reverra, et je ne l'ai jamais revu, jamais. À mon idée, il a dû avoir peur de ce que je lui ai dit, ou alors il n'était pas content, ou trop triste, je ne sais pas. Et il a changé d'heure pour sortir son chien, et je l'ai jamais revu. Mmh. Voilà, ça c'est une histoire. Ouais. Une deuxième histoire que je peux définir aussi, et après j'entamerai juste la troisième, mais brièvement. Ouais. Pour faire comprendre certaines choses. Une femme également qui était venue pour avoir des nouvelles d'une personne également, et bon, j'ai suivi la même procédure, et arrivé à un moment donné, j'ai eu une vision où je voyais un puits de campagne. À gauche du puits, il y avait une grande cour d'école, une cour de récréation d'école avec un dessous où il y a la toiture dessus. Voilà, où les gamins peuvent s'abriter si jamais il pleut. Derrière ce bâtiment, il y avait un gros arbre. Et je voyais donc une femme qui était tombée dans ce puits. Et je voyais un petit gamin avec un short bleu marine et puis des bretelles larges qui se croisent dans le dos.
et une chemise claire, donc visiblement elle devait être blanche, hein, qui regarde au fond du puits et après qui s'en va. Et donc j'ai expliqué tout ça à la femme et j'ai appris que, enfin c'est elle qui m'a dit, que la femme qui est dans le puits, c'était sa tante, hein, qui était tombée dedans il y a 80 ans de ça. Et le gamin qui l'a trouvé, c'était un gamin de la cour de l'école qui avait vu la femme au fond du puits et qui était morte. Donc pour dire qu'il n'y a pas vraiment une personne qui me demande des nouvelles de son mari, ben, je peux voir la grande-tante qui est morte il y a 80 ans avant. Tu vois, il n'y a pas vraiment de maîtrise des personnes qui viennent. Hein. Les personnes qui viennent, c'est les personnes qui ont envie de se faire reconnaître. Et donc la dernière personne que je voulais vous parler, il y a une dame qui est venue pour avoir des nouvelles de sa fille qui était décédée, qui s'était suicidée. Sa fille s'était suicidée et elle voulait des nouvelles d'elle. Alors je dis, ben, il y a combien de temps qu'elle s'est suicidée? Oh, elle me dit, ben, il y a environ 1 mois. Et moi, je lui dis, ben, si jamais elle s'est suicidée, avoir des nouvelles d'elle aussi vite, hein, j'y crois pas trop. Je pense pas que je puisse avoir des nouvelles parce qu'elle doit être encore dans le plan où elle doit régler elle-même ses problèmes avec son suicide avant de pouvoir communiquer avec ceux qui sont sur la Terre, quoi, avec les siens. Je dis donc ça m'étonnerait que je puisse avoir des nouvelles. Et pourtant, j'ai eu des nouvelles très très rapidement. Sa fille avait un très très fort caractère et quand elle voulait quelque chose, crois-moi qu'elle l'avait. Donc elle a commencé sa fille a commencé à discuter avec moi et me dire qu'en fin de compte, elle était loin de se suicider. En fin de compte, elle a eu un accident, elle ne s'est pas suicidée du tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a expliqué que l'oncle, quand il était jeune, son oncle, quand il était jeune, abusait d'elle. Et là, c'était une famille assez riche. Hein. Et là, elle était partie en boîte. Hein, et il y a un homme qui lui a dit et fait des gestes qui lui ont rappelé son oncle. Et donc, elle a un peu paniqué, elle a eu très peur. Et elle est rentrée tout de suite à l'hôtel où elle était. Arrivée dans l'hôtel, avec la peur qu'elle avait, elle essayait de se calmer et elle n'y arrivait pas. Donc, elle a décidé de prendre des cachets pour pouvoir dormir, pour pouvoir quitter les peurs qu'elle avait. Et donc, le problème, c'est qu'elle a pris un petit peu trop de cachets. Elle a pris un petit peu trop d'alcool. Et donc, arrivée au bout d'un moment, elle a remarqué qu'elle avait fait une erreur et elle commençait à s'endormir et puis à partir, quoi. Et elle a voulu écrire une lettre à sa mère pour lui dire excuse-moi maman, quoi, mais j'ai pas fait exprès. Et elle a juste eu le temps d'écrire maman, je suis désolée, je t'aime. Et donc, lorsqu'ils l'ont retrouvée morte, ils ont pensé au suicide. Et elle ne s'était pas suicidée. Elle était morte par accident, par une erreur qu'elle avait faite. Mais où ça va encore plus loin, c'est qu'après, cette femme-là, qui est décédée, a continué, entre parenthèses, de me hanter pour voir son autre sœur, qui était bien vivante. Elle voulait absolument parler à sa sœur. Et elle n'a pas arrêté pendant des jours à me tarabusquer pour que j'aille voir sa sœur. Donc j'ai téléphoné aux parents. Les parents ont appelé sa sœur qui vivait sur Paris, alors que ça faisait environ presque 400 km de voyage à faire. Donc sa sœur est venue jusque chez les parents. Moi, j'ai été chez elle. Et là, la femme qui est décédée a demandé à prendre possession de mon corps pour pouvoir discuter avec sa sœur. Et donc, je lui ai dit oui. Je lui ai passé mon corps
elle a discuté avec sa sœur, je ne sais plus exactement combien de temps, mais pendant un bon bout de temps. Et une fois qu'elle a quitté mon corps, moi j'étais vidé, mais de chez vidé. D'ailleurs, après, j'ai dormi sur place. Et aussi bien la mère que la fille pleuraient tellement, je me souviens même pas de ce qui s'est dit, hein, où la fille qui était décédée a donné tellement de détails, hein, de complicité qu'elle avait eue avec sa sœur, puis qu'elle s'est expliquée sur tout ce qui s'était passé, qu'ils se sont mis à pleurer de bonheur, en fin de compte, puis à la fois aussi de tristesse quelque part. Et moi, j'ai dû dormir pendant 1 heure et demie chez eux avant de pouvoir avoir de l'énergie pour repartir. Wow. Donc, pour dire qu'il ne faut, lorsqu'on voit une personne décédée ou l'on croit qu'elle s'est suicidée, il ne faut pas porter de jugement tout de suite en disant « Ah, elle a laissé une lettre, elle a pris des cachets, elle s'est suicidée. » C'est pas toujours ça. Pas toujours ça. En tout cas, on te remercie beaucoup pour ce témoignage, TKL, ces témoignages. Des témoignages qui vont nous permettre et vous permettre aussi d'évoluer aussi dans votre chemin de vie, parce que l'idée c'était ça, hein. Bien Oui, évidemment, raconter ta NDE, il y a beaucoup de personnes qui t'ont remercié, TKL, oui, pour, pour cette délicate attention, parce que c'est ça, hein, c'est quand même très rare d'entendre les personnes expliquer leur NDE, donc beaucoup d'auditeurs qui te remercient. Et puis, c'est assez au-delà difficile aussi parce que je ressens encore ce que je ressentais, donc et puis j'ai beaucoup d'émotions en moi, quoi. mais on l'a vu, donc bon, moi je regarde un petit peu sur le chat, un petit peu tout ce qui se dit, et donc là-dessus, on te remercie. Des gens qui voulaient aussi partager les leurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi vécu des NDE, Oui, donc il y a beaucoup de gens qui auraient aimé aussi partager, et qui ont juste fait part du fait qu'ils l'avaient vécu aussi. ouais, Et puis au-delà de le fait de raconter tout ça, l'idée c'est aussi, d'apporter, des éléments pour avancer. voilà. Et des soins aussi. C'est aussi pour ça que nous proposons, par la suite 3 autres, conférences qui sont des ateliers où tu Mmh, vas pouvoir entrer encore plus dans les détails. Donc voilà. l'idée, c'était surtout, d'expliquer aussi qui tu es, qu'est-ce que tu as vécu, parce qu'on a eu à la précédente conférence énormément de questions sur ta NDE. C'est pour ça Oui, qu'on a décidé de la refaire dans le détail, en te laissant vraiment un maximum d'espace de oui. parole, et pour qu'ensuite on puisse rebondir là-dessus sur ton travail au quotidien. Mmh. On a choisi tous les 2 les thèmes sur les ateliers, notamment le travail du lâcher prise que tu as beaucoup évoqué ce soir et Oui, qui sera oui, aussi fera c'est l'objet très, d'un très atelier. important le lâcher prise, aussi bien que Ouais, les peurs, aussi bien que vivre dans le c'est présent. ça, C'est c'est ça. quelque chose, en gros, je dirais presque que c'est une trinité. C'est une trinité qui permet un équilibre, hein. C'est Mmh. vraiment quelque chose d'important. Mmh. Ah non, mais c'est complètement. Donc c'est pour Mmh. ça que, on fera donc ces trois ateliers ensemble sur ces peurs. Tu nous as parlé de tes peurs, personnelles, araignées, mais je pense qu'il y a vraiment ça peut toucher à tous les Oui, à tous à les tous niveaux. Moi, les j'ai parlé juste de ma domaines. dernière peur, quoi, tu Ça. vois? Mais il y en Et a puis, beaucoup. bah oui, et cette faculté aussi à vivre dans le présent. C'est Ouais. vrai que très amené à Après ressasser des choses. après un avantage qu'il y a aussi et que j'ai réussi à obtenir, c'est toujours pareil avec le lâcher prise en se disant, ça existe, hein, et on peut y arriver. Mmh. Euh, je ne sais plus où j'en étais. Oui, c'est-à-dire que on est chacun une personne individuelle, on est chacun vraiment unique, hein. On a une énergie propre et unique. Mais notre énergie propre et unique fait partie d'une énergie beaucoup plus vaste, hein, d'une Mmh. énergie universelle. Donc, en fait, lorsqu'on prend conscience que l'on est une entité unique avec une énergie unique qui fait partie d'une énergie universelle, on comprend qu'en fin de compte, on forme un tout, Oui. aussi bien sur la planète que dans l'univers. On est tous connectés. Et donc, ce que j'ai compris et ce que j'ai appris également, c'est lorsque j'ai une personne qui est devant moi ou que je suis en contact avec une personne directe, hein, on forme un tout. Tu comprends? À ce Mmh. moment-là, en formant un tout, je suis en même temps à l'intérieur de cette personne, hein. Et cette personne,
lorsqu'elle a besoin d'aide, hein, et ça a été prouvé, il y a des personnes sur le chat qui vont sûrement en parler, je peux l'aider. En gros, il m'arrive à des personnes que j'ai vues ou que j'ai eues en chat ou en atelier, il m'arrive d'envoyer un petit mot. Tu as un problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? 2 minutes, enfin, dans la journée qu'il y a, elle m'appelle en m'expliquant le problème qu'elle a. Tu vois? Et j'arrive à le résoudre uniquement par l'aide que je peux lui. En gros, ça fait un peu comme un guide, hein, terrestre, mais qui est présent à l'intérieur d'une personne, tu vois. Je vois très bien. C'est donc dans ce cadre-là, je pense qu'on mettra en place les ateliers avec les chats, de façon à ce que tu puisses aussi interagir. Je lirai les messages Voilà. et tu pourras effectivement te connecter avec toutes ces personnes. Ouais. Un grand merci encore. Il y a plein de personnes qui nous remercient, qui remercient encore infiniment Michaël. Je vous remercie également à tous et à toutes énormément. Et je ne vous connais pas, mais je vous connais en même temps, donc je vous aime également très fort et je vous embrasse très très fort à tous et à toutes. Eh bien, nous aussi, merci encore pour votre attention et vous avez été nombreux ce soir et présents encore avec nous. La seule chose que je puisse vous dire, c'est on se retrouve sur les ateliers prochainement. Vous avez les dates qui vont figurer, que je vais mettre là de suite. Donc, que vous voyez là défiler le 10 septembre, le 17 septembre et le 1er octobre à 20h30. Voilà, on laisse le temps de pouvoir vous connecter et on rentrera encore, on continuera à être connecté avec toi, DKL, sur les éléments que tu vas nous apporter. Oui. Voilà. On va te laisser le mot de la fin. Moi, en tous les cas, je vous remercie. J'étais vraiment ravie de participer à cette conférence et déjà hâte de voir ce que tu vas bien nous concocter sur ces ateliers-là. Merci encore. Je te laisse le mot de la fin, Michaël. Ok, le mot de la fin, c'est que j'ai vraiment été heureux de passer ce moment avec vous. C'est toujours un peu difficile pour moi de pouvoir parler d'émotions parce que les émotions, ça n'a pas vraiment de termes, de noms et de voilà quoi. Mais j'aimerais vraiment vous voir aux ateliers parce que une conférence, c'est bien, on apprend beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais le but, c'est d'avancer encore un peu plus vers son bonheur. Voilà. Et je pense que notre bonheur, c'est vraiment très important. Et il faut absolument, pour ceux qui ont vraiment envie de l'atteindre, il faut y arriver. Il faut tout faire pour l'atteindre. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Nous aussi, on reste très fort. Merci encore. On vous souhaite une excellente nuit. Pour ceux qui sont très loin au Québec, une excellente après-midi, parce qu'elle continue. Ouais. Et je vous dis à très vite et merci encore à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.